au FIFA Guest Show, deuxième édition. On se retrouve donc sur ce plateau avec de nouveaux prestigieux invités. Édouard Deluc, réalisateur, Ida Paande, réalisatrice, également Loïc Burkhardt, un sound designer, et Julie Rouet, une compositrice. Je me dirige tout d'abord vers Édouard Deluc, première présence à Aubagne pour un film Gauguin en tant que passeur d'expérience. Alors vous êtes diplômé des Beaux-Arts en 93, donc l'image est, on va dire, votre cœur de métier, mais vous avez aussi, à vos débuts, réalisé des vidéoclips. Il s'agissait, on peut dire, de filmer la musique. La musique, donc, était déjà dans votre travail à vos débuts. Quelle place a cette musique dans votre travail ? Elle est vraiment essentielle. J'ai rêvé, comme beaucoup, d'être chanteur populaire. Finalement, je fais du cinéma, mais j'exagère à peine. J'ai beaucoup composé de petits... Mon lien le plus direct, c'est que j'ai même composé plein de petites... Je suis très mauvais musicien, mais j'ai toujours eu une guitare à la maison et j'ai composé plein de petites choses qui comme ça, qui inventaient des paysages, qui m'amenaient à inventer des images en fait, et ça se passait aussi dans ce sens-là. Et j'ai très tôt, oui, je suis venu, les premières images que j'ai fait, à chaque fois, c'était en lien avec la musique, et j'ai écrit des centaines de vidéoclips. Quand je dis des centaines, j'exagère, mais une centaine, oui. Et j'ai passé comme ça beaucoup de temps sur une période de ma vie à écouter en boucle des chansons et à imaginer des histoires dessus et à projeter plein de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de... Voilà, il y en a plein que j'ai pas fait, j'en ai réalisé, je crois, qu'une vingtaine sur les 100 que j'ai écrits. Mais j'ai adoré ça. Et imaginer des histoires en écoutant de la musique, c'était un support essentiel. Pas forcément en accord ou commandé par les artistes. La plupart du temps, si, c'était Oui. commandé par les artistes ou la maison de disques. C'était dans un cadre un peu officiel pour... quand même que j'ai une petite chance d'en faire un sur 5 au final, quoi. Et voilà, mais je passe encore ma vie à écouter de la musique. Voilà, non, je suis encore complètement... voilà, je joue même un peu de piano maintenant et je suis très content parce que je voulais déchiffrer ce langage qui m'était étranger. Et non, ça reste central dans mon processus de création aussi, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vrai donc que vous avez participé à la musique vous-même de Onde Está Kimbassinger, votre court-métrage ? Donde está Kimbassinger, bah ouais, ça c'est justement là que ça s'est joué. C'est-à-dire qu'avant même d'écrire le film, j'avais fait des voyages en Argentine qui m'inspiraient des sentiments et j'écrivais des petites chansonnettes à la guitare. Et c'est de ça que je tirais, que j'ai commencé à échafauder une histoire aussi. Et c'était assez drôle parce que une fois que j'ai tourné le film, j'avais composé un peu la BO du film avant même de tourner les images. Et j'arrive en montage et je pose ma musique dessus et le film était beaucoup plus drôle que ce que j'avais écrit en musique et ma musique était très très mélancolique et elle matchait pas plus que ça. Et en fait, il y avait une part de zigoto en moi que j'avais sous-estimé et au final, j'ai fait appel à Herman Dune pour composer la musique. Et c'était vachement mieux parce qu'il y avait vraiment, parce que déjà c'est des musiciens et moi non. Mais oui, non, donc maintenant oui, je crois qu'il reste quelques notes dans mon Desta que j'ai produites. Donc je suis crédité, mais de façon assez malhonnête comme musicien, mais non, c'est pas moi. Et pour vos deux longs métrages, vous faites appel à des artistes qui viennent de la scène, Herman Dune pour Mariage à Mendoza et Warren Ellis pour Gauguin. Quel est votre regard sur ce métier de musique de film ? Vous ne faites pas appel à des compositeurs dont c'est le métier, vous faites appel à des compositeurs, bon, même si Warren Ellis maintenant devient un peu un habitué, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ces artistes qui viennent de la scène ? Les deux sont très différents et puis il n'y a pas de règle, je ne me dis pas que ce ne sont pas... Je n'exclus pas de fait les compositeurs de musique de film, pas du tout, parce que j'en écoute beaucoup. Mais il se trouve que voilà, quand je me suis rendu compte que ma propre musique sur Donde Está Kimbassinger ne fonctionnait pas, j'ai cherché dans toute ma discothèque voilà, un rythme, une humeur, des sons qui conviendraient aux images que j'avais tournées. Et j'ai trouvé Herman Dune et ensuite c'était tellement évident que quelque chose dans leur musique et de mon cinéma, quelque chose se liait très bien, que j'ai fait appel à eux sur le long métrage. Et je suis hyper content parce que eux, c'est la première BO qu'ils faisaient. Et pareil, ils ont adoré faire ce boulot, ils aimaient beaucoup le film. Et je sais que la BO est devenue un petit peu culte et elle a plutôt pas mal marché parce qu'il y avait, je crois, un élan très
sincère. Et puis Warren Ellis, c'est autre chose. C'est comme Jean-Louis Murat, qui est une idole absolue. Warren, moi, j'ai écouté beaucoup en écrivant Gauguin, Voyage de Tahiti. J'ai beaucoup écouté l'assassinat de Jesse James par la BO de Warren Ellis et Nick Cave, parce que le tempo, voilà, les paysages que ça m'évoquait, il y a un truc qui était voilà, très fort. Et du coup, j'ai été chercher en tournant Gauguin. Je voulais Warren depuis le début et j'ai été le chercher. Il m'a gentiment snobé pendant quelques temps. Et puis, je l'ai appâté avec quelques images que j'étais en train de tourner. Et puis, à un moment, il m'a dit non, je peux pas, j'ai pas le temps. Il ne pouvait pas. Et en fait, quelque chose lui parlait vraiment très fort dans le film. Et il m'a appelé, je me souviens, c'était, je crois, 2 jours avant Noël, en me disant je peux pas, à 9h du soir. Il était déchiré. Il me dit j'ai pas le temps, j'y arriverai pas, je suis désolé, je peux pas. Moi, j'avais des boules parce que ça faisait 4 mois que je ramais pour l'avoir. Et le lendemain matin, à 9h, il m'a envoyé un mail en me disant « ça résiste trop, je viens ». Et donc, il l'a fait. Et c'était super de bosser avec lui aussi. Voilà. Très bien. Et Warren Ellis donc, est intervenu tard sur le projet. Est-ce que dans un premier temps, vous avez associé à vos images la musique que Warren Ellis avait écrite auparavant? Ouais, globalement, son travail que je connais très bien. Oui, il était. Je vous dis, c'est né du travail d'écriture que j'ai aussi beaucoup fait. J'étais très inspiré par leur musique. Je sentais qu'il y avait entre ce que je voulais filmer, le tempo du film aussi, et la musique qu'ils avaient déjà produite avec Nick Cave, je sentais bien qu'il y avait un lien très fort. Et donc c'est pour ça que ça aurait été compliqué que ce soit pas lui, parce que même sans lui, il était déjà éminemment présent dans le processus. Ouais. Et c'était le cas dans le court-métrage et dans les vidéoclips, évidemment. Votre image se met au service de la musique. Dans quelle mesure, pour Gauguin, Warren Ellis s'est mis au service de votre film? C'est compliqué. Après, moi, je ne suis pas très bon pour théoriser, mais moi, j'ai toujours une idée quand même. J'écris en ayant une conscience assez précise de quand la musique va intervenir, quel type de musique va accompagner quel type de sentiment. Donc ça, moi, dans mes scénarios, il y a toujours un moment où je m'occupe vraiment de la musique et je prédéfinis un peu les plages sur lesquelles voilà, l'envie que j'ai de musique. Et puis après, c'est lui qui réinterprète la séquence, qui réinterprète le mouvement du film. Et il faut globalement accompagner le mouvement et en même temps, voilà, laisser le compositeur très... Je l'ai choisi pour qu'il les réinterprète, quoi, pour qu'il me donne son avis, qu'il se mette au piano et qu'il me donne... Voilà, donc c'est plus à lui qu'il faudrait poser la question. Mais... écoutons la musique de Warren Ellis dans Gauguin que vous avez réalisé, Édouard Deluc. S'il y a un mandat, il faut me rembourser ce que tu me dois. Paul, je sais que tu me rapproches toujours les mots qui vont suivre et que tu n'entendras jamais mes arguments qui sont si loin des tiens. Non, ne viendra pas te rejoindre. Je ne soutiens pas ton entreprise. De toutes les œuvres que tu m'as confiées avant ton départ, qu'une n'a trouvé qu'erreur. L'argent fait défaut. 100 francs, c'est tout ce que je peux t'envoyer. Tu manques tes enfants. Tu manques cette maison. Je subis chaque jour les assauts de ma famille. Ils encouragent à toute désunion, à laquelle je me résous désormais.
Nous venons d'entendre la musique de Warren Ellis pour ce film Gauguin, Voyage de Tahiti que vous avez réalisé, Édouard Deluc. On retrouve ce style lancinant cher à Warren Ellis. Il est à la fois dans ses sabots habituels mais en même temps au service de cette histoire, au service de ce personnage. Ce film donc, est en partie tourné à Tahiti. On entend quelques chants polynésiens, mais il n'a jamais été question pour Warren Ellis de faire de la musique polynésienne. Non. Moi, j'avais envisagé en plus le projet. J'avais moi déjà en tête les fondamentaux du western, donc c'était pas pour rien si finalement l'assassinat de Jesse James comptait dans le mouvement. Mais non, et après les chants polynésiens en fait sont très présents dans Noa Noa. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est une adaptation de Noa Noa, le carnet de voyage de Paul Gauguin sur son premier séjour polynésien. Et les chants polyphoniques sur les plages, c'est un truc qui se pratique. C'était vraiment une coutume qui se pratique tous les jours au lever du soleil, au coucher du soleil. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, le témoignage, c'est surtout dans les églises. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps du coup dans les églises polynésiennes, vraiment au fin fond de Tahiti ou de Moorea, à aller écouter des chorales. Et c'est assez transcendantal. Quand on ferme les yeux, il y a un truc voilà, de fête mystique. Et du coup, après, moi, j'ai enregistré des chorales là-bas pour accompagner pour mettre dans le film. Mais non, la musique que devait... Après, Warren, il se trouve qu'il est australien et que l'histoire raconte aussi la fin des Maoris et que c'était pas... Pour moi, ça avait du sens que je savais que c'était une culture qui quand même était proche de Warren plus que d'un compositeur français. Et donc voilà, j'aimais bien cette idée aussi qu'il ait une conscience peut-être plus aiguë que d'autres de ce que ça pouvait vouloir dire la fin des Maoris et la fin d'une civilisation et qu'il a voilà. Et une musique de film, je trouve, elle existe vraiment à partir du moment où elle a un personnage, qu'elle n'est pas là tout le temps. Et cette musique est comme un personnage qui arrive en cours de film. Elle n'apparaît pas dans les premières minutes. Elle apparaît au moment où, justement, à la lecture de la lettre, la Tahiti est dans la tête du personnage. On est dans une forme assez classique d'exposition. Au début, on est à Paris, il y a un bal sauvage. J'aime bien aussi ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que c'est poser les fondamentaux de l'histoire. On ne pouvait pas vraiment s'en passer. J'ai essayé, mais c'était compliqué. Et du coup, les mouvements de l'âme du personnage, ça se joue une fois qu'il arrive à Tahiti. Et nous, on commence même 6 mois après qu'il soit arrivé. On est vraiment au cœur de son expérience tahitienne. Et donc oui, la musique de Warren, elle commence à ce moment-là, ouais. Et mesurer la musique de son film, c'est aussi le cas de notre deuxième invité. Je me dirige vers vous, Ida Panaende. Le Festival de Bagne est un festival international et vous venez donc d'Iran, vous êtes iranien, vous avez réalisé votre deuxième long métrage avec Israfil en compétition au festival. Donc justement, vous savez mesurer la musique qui est là par petites touches. Comment vous travaillez cette matière justement par petites touches dans votre film? So in your second film, you used very few moments of music. How do you dose with the amount of music you're going to put in your film? You know, there is a tradition in Iranian filmmaking that are great filmmakers, very, very big names like Abbas Kiarostami and Asghar Farhadi. Of course, you know them. They use music very, very little in their films. Almost, I can say, nothing. So in our artistic filmmaking tradition, our filmmakers are very scared from music, because I think you have to be master if you want to use music correctly in your films. About me, it's very frightening how to use music, how much, when, where, how is the timing, how much is the timing. And because, you know, music make your films sometimes very sentimental, and it's very frightening for me too. So I use it very, very special moments. So it's because you cannot hear music very, very much in my films. Very, very short moments and very special moments that I use music.
C'est un peu dans la tradition du film iranien. Comme les plus grands réalisateurs utilisent très peu de musique, souvent ils ont un peu peur de la musique en fait. Selon elle, ce sont les grands maîtres qui peuvent utiliser une grande quantité de musique. Pour elle, c'était un peu terrifiant de savoir quand, comment doser aussi la musique, quelle quantité, quelle longueur utiliser. Donc, ce sont des petits moments très, très spéciaux et très bien calculés où elle a décidé de faire affaire avec la musique. Alors, je ne suis pas un grand connaisseur du cinéma iranien, mais ma connaissance était résumée à, en effet, Kiarostami, Farhadi notamment, où il y avait une épure ou une absence de musique. Et c'est la première fois que je constate donc, pour un cinéma iranien, une collaboration avec un compositeur qui dure sur là 2 films, Naïd et Israfil, collaboration avec ce compositeur Majid Pousti. Alors, comment vous êtes rencontrés? De quelle nature est cette collaboration? So you noticed effectively that there's few music, not a lot of music in the Iranian film industry, even though he's not a very great connoisseur, but still, you have a collaboration with your composer because he also did the music for your first film. And how did you guys meet? You know, okay, our masters, they don't use music so much, but I'm just talking about the international filmmakers that you know. But we have another very great filmmakers in Iran that maybe international audience or international critics, they don't know them that much, but they are very, very big names too. And they use music more than Farhadi and Kiarostami, of course. And we have very great Iranian composers in our country, like Christoph Rezai and Peyman Yazanian, that they know music very well. They are masters either. Majid Pousti, my colleague, you know, Nahid was his first feature film, and Israfil was his second. So we started filmmaking together. And I liked it because, you know, we were not that much professional. We are not, I think. We are learners. We are, you know, we want to learn cinema together. And then I think we argue so much. Sometimes we very seriously, sometimes we shout. Sometimes we, I don't know, it's seriously we argue with each other. Sometimes we become enemies, sometimes we become friends. I think in this process of arguing, this inspirations comes out. And I remember the first time Majid, he read the script of Israfil. He called me and said, okay, I cried for a few hours. And I couldn't believe, you know, I mean, the script was very touching for him. And I thought that, okay, it's that, okay, so he can, I thought that, okay, he could do that because, I mean, the script put impression on him. I don't know, it's very strange process making the music of a film, especially for a composer. Not that much director, because for me it's not, I just listen to his musics, you know, but he's, I think, the artist that we should ask him how you did it. Donc, parmi les réalisateurs qu'elle nous a nommés, ce sont bien sûr les réalisateurs iraniens les plus connus internationalement. Il y a une autre scène de cinéma iranien qui est connue plutôt localement, où il y a beaucoup d'utilisation de musique et notamment de grands compositeurs en Iran. Pour sa part, elle a commencé à faire des films avec le compositeur avec qui elle travaille sur Israfil. Il a fait sa première musique de film avec son premier long métrage, et puis là, c'était la deuxième fois qu'il faisait de la musique pour un long métrage. Ils apprennent ensemble, ils travaillent ensemble, puis elle dit leur manière de travailler, c'est à travers vraiment, ils argumentent énormément, ils se battent sur certaines idées, ils débattent tout le temps ensemble, parfois jusqu'à se crier après, et ils deviennent des ennemis, après ils redeviennent des amis. Et c'est dans ce processus-là de débat que l'inspiration vient. Quand le compositeur a lu le scénario d'Israfil, il lui a dit qu'il a pleuré, ça lui a créé de fortes émotions. Puis c'est là qu'elle a su qu'il pourrait faire la musique de ce film-là, parce que ça avait créé quelque chose en lui. Voilà. Oui, c'est ça.
L'histoire de ce film, Israfil, c'est le retour de Behrouz dans son pays, l'Iran, donc à l'occasion d'un enterrement. Et à cette occasion, il retrouve un amour d'enfance. Et c'est à ce moment-là que la musique fait son apparition, comme si cette musique était la musique des sentiments. Et c'est pas un hasard que le compositeur ait pleuré à la lecture du scénario. J'ai l'impression qu'il a justement cherché son inspiration dans l'émotion et les sentiments du personnage. So the music come at a very specific moment in your film about someone who find a childhood love back again, and this is when the music comes where he sees that person again. It's like the music shows or would express his feeling. La question, c'est son inspiration était les sentiments du personnage. Was the inspiration of the composer the emotion of the character? I think yes, maybe, I don't know, but you know, as I told you, when he read the script, he cried for a few hours, and he told me that I can understand these people, especially this love that you mentioned between these two guys. You know, this love that they have lost it, and then they find it again. It was very, I think, very, very impressive moment for Majid to feel it. And to try to make a music with that feeling that he had. So, and then, you know, honestly, we have another tracks, you know, before that special moment that you mentioned, we had another tracks, but finally we removed them all, and we decided to start the music especially with that moment because we thought that maybe they are useless, and that special moment is the word that we have to start music, not before. Donc certainement que le compositeur pourrait mieux répondre à cette question au niveau de son inspiration, mais c'est ce qu'elle a cru comprendre, parce que quand il lui a parlé du scénario, il a dit « Je peux comprendre cette émotion quand ils se retrouvent tous les deux. » C'est ce qu'il a vraiment appelé de cet amour perdu qui a été retrouvé. C'est ce qui semblait lui avoir parlé le plus. Au début, sur une première version, la musique arrivait beaucoup plus tôt. Il y avait des petits moments musicaux et ils ont décidé de les retirer parce qu'ils sentaient que c'était ce moment-là qui était le moment clé au niveau de l'émotion. Donc c'est celui-là qui méritait plus de musique. La question de l'emplacement est toujours très importante. Écoutons cette musique de Israfil. اینو بهروز از تو اساس بچگیش پیدا کرده. ایران خانم هنوز حلواش خوشمزه است. بهروز میگه نه من برای تو چیزی میفرستم نه تو بفرست. اینا رو نمیدونم میبری یا نه. راست و دروغ میگه تو فرودگاه اونجا ازم میگیره. Nous venons d'entendre dans ce court extrait la musique de Majid Pousti pour Israfil. Donc, je rappelle, il est en compétition long métrage au Festival d'Aubagne. Alors, pour vous, cinéastes, mettons-nous de votre point de vue, quand vous devez collaborer avec un musicien, je ne sais pas si vous maîtrisez le langage musical, mais en quels termes est-ce que le compositeur a carte blanche ou vous lui exprimez tout de même une intention? So on your side as a movie maker, how do you express what you want as for music? Does the composer has a little free card, or do you know, like, are you a musician? How do you express what you need and what you wish for as terms of music? You know, many years ago I tried to practice violin. So I had a teacher, and then for I think 5 years, I tried to, to do something with that violin, but I couldn't. So I was very bad in music, in learning music. I was awful, And then I understood that no, music is not my job. It's too much mathematic for me, and I'm not that much mathematical person in my life.
So I don't know anything special in music, about music. I'm no specialist. But I can feel it. I can understand it very well, very well. So I listen to music very, very much. And I know classical music very much. I mean, very good too. But I don't know the terms. I don't know how to express myself. But I can, express my feeling with the special words. But I can tell my composer that I don't like it. And maybe sometimes I say him, I don't know why, but I hate it. I don't like it. It's not my music. It's not the sort of music I like it. Change it. But I cannot say him how, but sometimes I can say him, okay, this very special instrument that you have used it, I don't like it. Please change it. Or the rhythm, I don't like this rhythm. But I think the film composers, I think most of them, they know that directors are not very specialist in music, but they know, they can feel it. And it's kind of, I think, yeah, this is the sort of collaboration that based on feeling. I mean, when you know each other very well, then you can understand your feelings too. I mean, it's a kind of heart-to-heart connection, you know. J'arrive. Donc, elle a commencé à jouer du violon à un moment donné et elle en a fait pendant 5 ans. Puis elle était vraiment acharnée. Elle voulait vraiment connaître la théorie musicale et maîtriser le violon. Elle dit « J'étais très mauvaise, j'étais même terrible. La musique, c'est un art qui est trop mathématique pour son esprit qu'elle ne maîtrisait pas. Elle dit « Je n'y arrivais pas. » Pour elle, ça se passe dans le ressenti. Donc, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, particulièrement de la musique classique qu'elle connaît beaucoup. Ça lui fait vivre de grandes émotions. Donc, même si elle ne connaît pas les termes techniques pour exprimer ses besoins, elle essaie de les passer par l'émotion, justement. Puis elle dit souvent, quand je vais parler avec mon compositeur, je vais dire ça, j'aime pas. Pourquoi j'arrive difficilement à l'exprimer? Parfois, ça va être un instrument que j'aime pas, je vais lui demander de changer l'instrument. Parfois, ça va être un rythme. Mais pour elle, la force d'un compositeur, c'est justement ceux qui savent s'adapter aux réalisateurs qui peuvent pas nécessairement exprimer à travers les mots leurs besoins, mais bien en étant connectés sur le ressenti. C'est une relation, pour elle, le réalisateur-compositeur, c'est une relation qui est vraiment de cœur à cœur. On a une compositrice ici présente, vous êtes donc la représentante des musiciens et cet enjeu de dialogue entre un compositeur et un réalisateur doit vous parler. Par exemple avec Léonore Serrail, qui est la réalisatrice premier long métrage Jeune femme, présenté à Cannes, qui a reçu le prix de la Caméra d'Or. Vous avez une formation classique de musique, mais le travail que vous avez fait sur Jeune femme est particulier puisque cela relève du travail de chanson. Pouvez-vous nous présenter ce travail avec les chansons de Jeune femme et cette collaboration, justement, ce dialogue avec Léonore Serrail? Oui, alors c'est pas du tout représentatif de ce qui se fait en musique de film en général, ni même représentatif de ce que je fais moi en général, mais si on se concentre sur ce cas particulier, alors pour être exact, moi j'ai pas vraiment une formation classique en fait, et c'est drôle que Ida parle de ça. Moi au départ j'ai fait des maths. Et n'ayant pas très envie de devenir ingénieur, je me suis orientée vers le son. Donc j'ai fait l'école Louis Lumière pour devenir ingénieur du son. Suite à ça, j'ai continué un petit peu à étudier la musique pour apprendre à écrire la musique. N'étant pas une très bonne interprète, je me suis dit je vais apprendre à écrire la musique pour que d'autres l'interprètent. Je pensais au conservatoire par classique. Oui, voilà, mais j'ai un petit niveau. Voilà, je préfère rester modeste. Et donc c'est vrai que j'ai une approche de la musique qui est un petit peu comme ça par le biais du son et du montage son, parce que j'ai fait du montage son pendant beaucoup d'années. Et ce qui s'est passé donc, sur le film Jeune femme, c'est qu'il y avait eu un moyen métrage de Léonore Serrail une année auparavant, qui s'appelait Body, et pour lequel elle m'avait appelée un peu en catastrophe 10 jours avant le tournage. Elle avait écrit dans son scénario la comédienne écoute tel morceau d'Étienne Dao et elle chante à tue-tête. Et puis là, le coup classique, la production se rend compte que la chanson en question va coûter 20 000 €. Au secours, comment on fait? Donc là, elle a eu mon numéro, elle m'appelle en me disant « Est-ce que tu aurais quelque chose qui fasse un peu années 80 ?» Voilà, donc j'ai trouvé dans mes tiroirs une musique qui correspondait à ce qu'elle pouvait attendre. Et à partir de là, on a
un peu plus tard sur le montage, toujours sur ce moyen métrage, utiliser d'autres morceaux à moi qui sont venus un peu ponctuer le film. Et cette façon de faire, je crois, lui a bien plu, ce qui fait que quand on a travaillé après sur Jeune Femme, elle avait déjà cette idée qu'il pourrait y avoir des morceaux qui peuplent un peu le scénario, mais j'ai eu l'impression de travailler presque comme la chef décoratrice du son ou de la musique de ce film. Donc il y a certains morceaux qui étaient des morceaux de mon répertoire dans lesquels elle a pioché au montage, et d'autres morceaux qui ont été faits vraiment pour le film, notamment un morceau qui est un peu emblématique du film qui s'appelle Like a Dog, qui a été écrit pour un moment particulier du film, mais avec une immense liberté. Ça, c'est une des grandes qualités de Léonore Serrail, c'est qu'elle fait énormément confiance à ses collaborateurs. Donc moi, ce que je savais, donc j'avais lu le scénario, j'avais beaucoup aimé, et il y avait cette séquence où l'héroïne, Paula, à l'époque on ne savait pas encore que ce serait Laetitia Doche, l'héroïne arrive dans une soirée de trentenaire, bobo, parisien, elle s'ennuie un peu, tout le monde a l'air de s'amuser, mais c'est pas trop son genre. Et à un moment, elle change la musique, elle met un morceau qui lui plaît à elle, et elle se retrouve à danser toute seule. Et donc, c'était à peu près la seule consigne que j'avais, écrire un morceau qui ressemble à ce personnage, qui soit un peu sa folie, un peu sa solitude, un peu son excentricité, tout ça en même temps. Et ce morceau-là a été utilisé après en tournage. Je pense que c'est un truc qui se ressent, que le morceau a été vraiment utilisé sur le plateau. Sur le plateau, avec Laetitia Doche qui écoutait déjà dès le plateau la chanson faite pour le film. Voilà. Parce que très souvent en post-production, on met une autre chanson pendant le tournage et on la remplace, alors que là, il y a une réalité finalement. C'est ça. Je dirais presque que sa chorégraphie a été faite sur le morceau. Et du coup, la musique de film, c'est parfois aussi être caméléon. Et là, c'est vraiment cela. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film la première fois à Cannes, j'ai cru que les chansons étaient en grande partie préexistantes. J'entendais de la soul, etc. Et j'ai été bluffé de savoir que c'était la jeune compositrice que vous êtes qui a fait toutes ces chansons que j'imaginais des décennies d'avant. Alors effectivement, on pourrait voir ce film en ne se doutant pas du tout qu'il y a de la musique originale. Moi, c'est un plaisir que j'ai à écrire de la chanson, et j'ai aussi un peu l'habitude de me fondre dans plein de styles parce que j'ai fait de la musique de pub, ou comme ça on me demande de répondre à des demandes bien particulières. Donc c'est à la fois un jeu et un plaisir. Et puis voilà, il y avait toutes ces chansons qui existaient dans lesquelles on a pu piocher. Et après, il y a un tas de choses dont on ne se rend même pas compte, je pense, en regardant le film, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Par exemple, je pense à un morceau qui m'a été demandé par la monteuse son du film, où on est dans une galerie commerciale des plus déprimantes à Montparnasse, et puis on a eu un regard un peu ironique sur des mannequins nus dans une vitrine. Enfin, c'est le regard de Paula sur tout cet environnement un peu déshumanisé. Et à ce moment-là, j'ai fait une musique un peu type nature et découverte, mais vraiment avec de la flûte de pan synthétique. Et j'ai pris un plaisir énorme à faire de la flûte de pan synthétique. Donc voilà, c'est des choses comme ça que je trouve très amusantes à faire. Et vous avez posé la voix sur un des titres, je crois. Plusieurs. Et vous avez donc pour un titre, Like a Dog, on en a déjà parlé, c'est très original. Vous avez fait appel à une réalisatrice avec laquelle vous collaborez par ailleurs. Voilà, qui est une de mes amies, Angèle Kyodo, dont je savais qu'elle avait déjà chanté. Je connaissais sa voix et son accent en anglais. Je savais que, en fait, voilà, vu que ce morceau, je cherchais quelque chose d'un peu excentrique, un peu désaxé. Je me disais, si c'est moi qui le fais, je me connais avec mon côté mathématique, justement, je vais faire quelque chose de trop sage. Et donc, j'ai fait l'instrumental, j'ai fait le refrain, et j'ai demandé à Angèle d'écrire des couplets et de chanter. Et c'est un peu le coup de poker qui a très bien marché, parce qu'on a fait ça en un jet, et que ça a beaucoup plu à Léonore Serrail. Et ce qui est assez formidable avec cette chanson, c'est qu'on s'est beaucoup pris au jeu, et du coup maintenant on existe en tant que groupe, on a continué à faire des chansons, et voilà, c'était un... Très bien. Alors écoutons la voix d'Angèle Kyodo, votre musique, et regardons Laetitia Doche danser sur ce titre, Like a Dog, dans Jeune Femme.
vient d'entendre donc cette chanson et c'est un court moment. C'est assez intéressant parce qu'avec cette création de cette nouvelle chanson, la réalisatrice aurait pu en abuser et elle n'abuse d'aucune chanson. C'est-à-dire que c'est là sans s'en rendre compte en fait. C'est vraiment, ça fait partie de l'action. Absolument, mais de la même manière que je disais, je suis chef déco, c'est-à-dire que vraiment j'ai fait de la tapisserie, je ne suis pas là pour faire des choses ostentatoires. Et tout est un peu à cette image-là. Il y a 2 moments où des morceaux sortent de l'image pour devenir un peu de la musique extra-diégétique, pour utiliser ce mot absolument atroce. Mais voilà, ça s'arrête aussi assez vite et c'est des moments un peu de transition d'un passage à un autre. Mais l'idée étant toujours que, enfin en tout cas c'est ce que j'essayais de faire, que l'humeur du morceau soit aussi un miroir de l'humeur du personnage. Mais voilà, sans forcément que les paroles soient littéralement descriptives. Alors, vous connaissez très bien le Festival de Bagnes, vous étiez venu au 3e personnage, le dispositif de rencontre. Vous étiez venu à la masterclass de Pierre Adenau, donc vous avez aussi participé à cet atelier de composition. Et puis vous revenez ici donc, pour présenter Jeunes Femmes, mais pas uniquement. Vous êtes aussi ici en compétition court-métrage, puisque vous avez signé, je crois, la musique du film Les Ormes. C'est ça. De quoi s'agit-il ? Alors, le film en lui-même, c'est un film assez court qui dure 13 minutes. C'est la déambulation d'un immigré roumain dans les couloirs du métro à Paris. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir parler de mon travail sans dévoiler la fin du film, parce que c'est vraiment, la musique existe à la fin du film. Tout le début du film est très réaliste et à la fin, on part dans quelque chose de très onirique avec de l'animation. Et à ce moment-là, la musique prend vraiment le pas, elle devient, puisqu'on aime bien cette expression, un personnage. Elle, si vous voulez, à l'image, le personnage vit une expérience un peu mystique et la musique va incarner ça, cette expérience à la fois rassurante, effrayante. Et ça a été un travail extrêmement gratifiant dans le sens où la réalisatrice a demandé de ma part quelque chose de, d'assez exigeant. Je veux dire par là, une musique qui soit pas lisse, une musique qui ait vraiment toute la place et qui ait la place d'avoir des aspérités. Donc ça a été écrit avec une forte demande de la réalisatrice qui m'a fait écouter notamment la musique de Moondog, qui était une grosse révélation pour moi. Ça a été une demande de sa part d'aller chercher quelque chose qui ait beaucoup de personnalité. Et voilà, je dois dire, c'est pas souvent qu'il y a autant de à la fois de goût pour la musique et d'attente pour la place qu'elle pouvait avoir. Les Ormes, donc en compétition court-métrage avec votre musique. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez une formation de son au départ, à l'école Louis Lumière notamment. Dans votre travail, alors du coup, le fait de venir du son, il y a une interaction entre votre travail musical et le son, ou alors vous isolez les deux ? Non, j'aime beaucoup l'idée que ça interagit et l'idée de penser la bande-son du film comme quelque chose de global. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de silence dans ma musique, parce que j'aime bien travailler de manière conjointe avec le montage son, laisser la place au son, laisser la place aux voix. Et également utiliser beaucoup la musique pour ses qualités sonores, c'est-à-dire penser à la fois évidemment en termes de mélodie et d'harmonie, mais aussi en termes de timbre et de ressenti physique de la musique. C'est-à-dire, souvent dans les dialogues que je peux avoir avec les réalisateurs, on va se dire, est-ce que là, on veut que ça soit quelque chose qui prenne aux tripes? Est-ce que ce soit quelque chose qui agresse un peu? Et donc, c'est vrai que je me représente la musique aussi comme quelque chose comme un spectre fréquentiel. Je me demande quels instruments je vais utiliser pour aller créer cette chose dans les tripes ou cette chose un peu désagréable. Voilà, c'est un peu juxtaposer les outils de la musique et les outils du son pour essayer de faire quelque chose qui marche et qui aille dans le sens du film.
Alors la transition est toute faite, je me dirige vers notre dernier invité que je vais vous présenter donc en tant que sound designer. Vous avez fait le son, on peut dire, d'un film en compétition également court-métrage, Le Petit Bonhomme de Poche de Anna Chubinidze. C'est un film d'animation et vous êtes un peu un spécialiste du son des films d'animation puisque vous êtes associé, on peut dire ça comme ça, du studio Folimage qui donc est un studio spécialiste du dessin animé. Notamment, vous avez travaillé auprès de Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol, notamment donc Phantom Boy ou Une vie de chat, et puis également Jacques-Rémy Girard, un Tante Hilda ou Mia et le Migou. Et tous ces films-là, chez Folimage, sont mis en musique par Serge Bessé. Pour vous, donc, quel est ce travail spécifique du son, l'interaction avec la musique, et notamment dans les films d'animation? C'est assez compliqué parce que j'aimerais beaucoup pouvoir des fois établir un dialogue tôt avec le musicien, le réalisateur et moi, pour qu'on puisse vraiment réfléchir aux séquences et comment construire l'histoire et comme le rôle que chacun peut apporter, etc. Et il se trouve que malheureusement, c'est pas toujours facile, pas toujours possible en fait d'établir ce dialogue assez tôt. Il se trouve que sur les longs métrages, ça peut se faire. Sur les courts métrages, c'est moins évident parce que il peut arriver qu'on nous propose un court métrage au dernier moment, donc j'arrive un peu avec mes valises et puis je commence à travailler. Donc, mais quand c'est possible, ce que j'adore, c'est vraiment rencontrer un réalisateur, discuter avec lui, commencer à réfléchir, écouter les musiques qui l'intéressent, les musiciens qui l'ont touché, etc. Et commencer à dire, bah, tiens, oui, effectivement, comment tout ça va vivre ensemble. C'est comme ça que ça me plairait le plus. Et il se trouve que c'est malheureusement pas toujours les situations, cette situation-là qui arrive malheureusement. Le travail de sound designer, est-ce que c'est gérer des sons qui existent déjà ou alors participer à leur création? En tout cas, moi je conçois le sound design comme l'idée de travailler sur toute la matière sonore du film. Voilà, c'est-à-dire, et dans la mesure du possible, enregistrer le plus possible de sons. Je vais très peu utiliser des sons existants ou des sons de banque. Parce que c'est pas dans ma culture, c'est vraiment mon envie, c'est vraiment d'aller chercher les sons dont j'ai besoin. Et malheureusement, c'est pas toujours possible. Quand on a fait Phantom Boy, par exemple, un film qui se tourne à New York, bah, la prod avait un peu de mal à dire oh là là, on va lui payer des vacances pour qu'il aille faire des sons à New York. Donc, j'ai commencé à chercher des gens qui je trouvais intéressants, qui enregistrent bien, pour leur confier le travail d'enregistrement de sons de New York, tel que j'aimerais les avoir, tel que j'aurais aimé les faire moi-même. Voilà. Donc c'est vrai que la matière sonore, c'est un peu mon jouet pendant tout le temps de fabrication du film. Je m'implique beaucoup dans le bruitage, avec les bruiteurs, à fabriquer avec eux les sons. J'aime beaucoup aller à l'extérieur, à l'intérieur, un peu partout où les sons peuvent se trouver. Et puis tous ces sons-là arrivent en salle de montage et on commence à rencontrer un peu la musique. Et puis, alors, ce sont souvent des musiques maquettes, mais on commence un peu à faire un peu cette mouture qui va faire que on ne sait pas si c'est du son, si c'est de la musique qui parle par moment. Simplement, on a le son du film qui se crée comme ça. Voilà. Et dans Le Petit Bonhomme de Poche, le personnage principal joue de la musique avec une paille et nous allons le découvrir dans cet extrait du Petit Bonhomme de Poche, avec votre son donc Loïc Burkhardt. Le Petit Bonhomme de Poche, donc en compétition court-métrage. Alors on entend des univers différents, d'abord un univers aquatique, et ensuite ça se passe sur une rue, alors on entend des voitures. Il faut gérer comme ça les environnements finalement. Oui, et alors juste une chose, j'ai pas fait le son de la paille, c'est un musicien qui a travaillé sur la musique du film, c'est Yann Volsi. Moi je me suis vraiment occupé de tout le reste du travail du son, les voix en l'occurrence. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est de jouer sur... il y a des univers, comme on est dans la flotte, on est dans la rue, on est dans une petite boîte dans laquelle vit ce petit bonhomme. L'idée du film, c'est que ce petit homme, c'est pas un enfant, c'est un petit homme grand comme ça, il vit dans une boîte à chaussures ou une sorte de valise qui est dans la rue, c'est-à-dire qu'il vit au milieu des gens comme nous, les grands, quoi. Et donc le vrai intérêt
en termes de sound design pour ce film, c'était de vraiment travailler avec les dimensions. C'est-à-dire comment on perçoit quand on est tout petit, comment on perçoit quand on est grand, et comment on passe de l'un à l'autre en permanence. Enfin, voilà. Et donc voilà, c'était le vrai travail profond. Ça veut dire qu'une rue, je ne vais pas la traiter pareil si c'est entendu du point de vue de ce petit bonhomme ou si c'est du point de vue de ce géant, cet aveugle, ou des gens qui passent simplement. Voilà. Donc c'est un jeu comme ça, on travaille vraiment sur la perception et sur le point de vue sonore. Tout ce film est vraiment construit comme ça. Et par rapport à la musique, il y a l'étape du mixage, et très souvent, le mixeur met les sons au-dessus de la musique, ou alors la musique au-dessus des sons. Est-ce que vous intervenez au mixage ? Oui, et même au montage, très tôt, parce que la musique va exprimer des choses, le son va exprimer des choses, il faut qu'on vérifie qu'on raconte le même film. Et donc quand par moment il arrive que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que je vais proposer le choix de retirer une musique, de la déplacer, de l'utiliser autrement. Par exemple, la séquence qui se passe dans l'eau, on avait une séquence au piano qui avait envie de rassurer, parce qu'on est dans l'eau, on pourrait croire que ça fait un peu peur, etc. Alors qu'en fait c'est très, très fantasque. Et en gros, pour créer une espèce de temps suspendu, j'ai énormément étiré cette musique. Donc, juste pour qu'on se sente vraiment comme si quelque chose était complètement suspendu, arrêté. Voilà. Et au mixage, il arrive que, oui, effectivement, enfin, les choix se font en permanence avec la réalisatrice pour arriver à vérifier qu'on raconte bien le film qu'on est en train de faire. La musique peut des fois nous emmener quelque part. Et ce quelque part est peut-être pas intéressant à ce moment-là, donc on va un peu rectifier. Et pareil pour le son peut prendre trop de place. Et à ce moment-là, on va complètement l'oublier au profit de la musique. C'est une communication permanente. C'est pas une course où on donne un coup de feu et c'est le premier arrivé qui a gagné. Ouais. C'est plutôt une communication permanente et une espèce de tricotage comme ça du son, de la musique, des voix qui jouent ensemble pour raconter l'histoire. Julie, vous validez totalement ce que vous entendez ? Ah oui, bien sûr. C'est intéressant d'entendre que tout est pensé. C'est un luxe d'avoir le temps de tout penser comme ça. Non ? Est-ce qu'on a toujours ce temps ? C'est-à-dire que l'animation, comme le temps est étiré, pour faire de l'animation, on prend beaucoup de temps. Donc on a la chance de pouvoir rencontrer les réalisateurs assez tôt et commencer à réfléchir vraiment très très tôt, alors que le film n'existe presque pas. À des idées qu'on pourrait mettre dans le film pour vraiment servir ce qu'on a envie de raconter. Je pense que c'est plus dur en live, enfin j'imagine, j'en fais pas beaucoup, mais je pense que c'est plus dur en live. Enfin, vous allez peut-être confirmer. Édouard Deluc, dans Gauguin, le son est important. Ouais. Mais bon, comme probablement dans beaucoup de films, mais c'est vrai que le film est finalement assez muet, en tout cas il est peu bavard. Et puis les sons de la nature étaient très importants, même le chaos que ressent Gauguin au début du film, quand il parle de la ville et qu'il a besoin de silence pour se régénérer et puis retourner à l'intérieur de lui-même aussi. Tout ça, c'est un voyage intérieur et puis c'est en même temps, là-bas, c'est le rapport à l'eau, à la terre, au silence. Donc oui, la matière sonore était une matière très importante. Ouais. Alors, je crois qu'on doit déjà terminer cette discussion, malheureusement. Vous étiez très très riche en débats intéressants et peut-être terminer comme je l'ai fait hier et comme je le ferai demain au dernier talk show. Un coup de cœur ou deux, une musique de film qui a été importante pour vous, voilà, une musique de film que vous appréciez. Donc Édouard, par exemple, pour commencer. Ah ben là, moi, je viens il y a peu de temps, il y a 15 jours, j'ai été totalement sidéré par la musique du dernier Peter Anderson qui est... Paul Thomas Anderson, c'est Johnny Greenwood, Phantom Johnny Greenwood, Thread. Voilà. Et c'est sublime ici, mais du coup, je suis reparti dans toutes les BO de The Master, de There Will Be Blood, et voilà, il y a une palette incroyable, et toujours, pareil, je sais pas, après, ça ressemble à... C'est les musiques de l'âme, quoi. Moi, j'appelle ça comme ça très basiquement, mais c'est vrai que ça parle d'un truc qui se joue où il n'y a pas de mots, quoi. La musique sert à ça, en fait, à exprimer une émotion qui pourrait être indicible, quoi. Et ce score, il est sublimissime. Loïc ? C'est une dure question, mais si je pense à mes premiers amours, je crois que j'ai aimé la musique de film quand j'ai découvert les films de Sergio Leone. Et que, je sais pas, je voyais ces cow-boys avec des images immenses et
et une musique qui était hyper incarnante en fait. Donc je pense à Ennio Morricone par exemple. C'est pas ce que j'écouterais aujourd'hui spontanément, mais c'est le premier qui me vient comme ça. Julie? Alors pour ne pas reciter Johnny Greenwood, moi je dirais Mika Levy, Under the Skin, le film de Jonathan Glazer, qui est pour moi ces dernières années est une des choses les plus intéressantes que j'ai pu entendre parce que c'est incroyable et ça ose nous faire ressentir des choses extrêmes. Très bien. Et pour terminer, Ida? What would be your heart crush for original score in any films? I think Andrei Tarkovsky. I think for me, in some of his films, he has the original music like Stalker, and in some others, he used this classical music. But I think the way he uses music is like a poet uses words. I think for me, I mean, learning how to use music, I'm really inspired by Andrei Tarkovsky. I think he's the master of using music in film. Et son compositeur d'ailleurs est toujours vivant, Édouard Artemiev. Exactly, yes, Artemiev. Yes. Merci beaucoup à vous quatre et on continue le festival d'Aubagne et on se retrouve après-demain, samedi.